You can rum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. I'm the man who broke the bank at Monte Carlo. Salut les amis, il est l'heure magique. Salut mon Ben. Salut Fouad, Benjamin de salut tout le monde. Neuf-Église, Benjamin New Church, comme on t'appelle aux States. Ravi de te retrouver mon Ben pour De même. cet opus de la saga James Bond, hein. Donc aujourd'hui nous poursuivons notre voyage dans la saga James Bond. Alors on va pas tous les faire, hein. On va pas faire les 26, les 25, 26 films, mais on va en faire quelques-uns en tout cas, des Bonds qui nous tiennent à cœur, des Bonds que l'on aime particulièrement, peut-être un peu plus que les autres. Et alors, l'élu d'aujourd'hui, mon Benjamin, c'est The Spy Who Loved Me. L'espion qui m'aimait, 1977, le 10e film de la saga James Bond. Tu tenais à le faire, hein, Benjamin. Pourquoi ça? C'est probablement un de mes bonds préférés, peut-être même mon bond préféré. Ouais. C'est un bond, je trouve, qui a un équilibre assez surprenant entre l'action, le sérieux du tueur qu'est Bond et de l'espion, mais aussi l'aspect un peu plus léger que va apporter Roger Moore. Hmm. Les gadgets sont incroyables, les décors sont fabuleux. La James Bond Girl est plus qu'une James Bond Girl. C'est vrai. Ouais. Et c'est surtout un Bond qui va être rempli de contraintes. On va en parler un peu après, mais qui va être une réunion de talent absolu. Et je trouve que c'est assez fabuleux le résultat à l'écran, quoi. C'est le Bond de mon année de naissance, accessoirement, hein. Et comme tout ce qui est arrivé en 1977, eh bien, voilà, hein, il est arrivé des choses, mis à part ma naissance, des choses incroyables. On parle de l'année cinéma 1982, hein, souvent, mais on Ouais. devrait parler de l'année cinéma 1977, puisque, mis à part ce Bond, hein, c'est une autre date, c'est une date à d'autres titres, hein, 1977. Euh, c'est comme toi, hein, c'est mon Roger Moore préféré. C'est l'un de mes Bonds préférés. Il est dans mon top 3, top 5, on va dire. C'est c'est comment dire, ouais, tu as bien résumé la chose, hein. C'est un parfait équilibre. C'est le troisième Bond de Roger Moore et c'est le Bond dans lequel il trouve enfin ses marques. Puisque, je sais pas toi, mais je suis pas très fan de ces deux premiers Bonds à Roger Moore, là. Moi, j'aime bien l'homme au pistolet d'or. D'accord? À part la poursuite au début qui est affreusement longue, mais Ouais. par contre, je trouve que c'est un film avec un bon méchant, quoi. Et un méchant qui est l'inverse, qui est l'inverse de Bond, un miroir inversé pour Bond, et en plus avec Hmm. Christopher Lee, qui est en plus un merveilleux acteur. Oui, c'est vrai qu'il est irrésistible. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Maintenant, c'est encore un film d'installation. Après, Vivre et laisser mourir, je suis pas du tout. Ouais, moi pareil, hein, je crois Je que sais pas. moi ouais, c'est vraiment, c'est des bandes que je ne revois pas, j'ai beaucoup de mal à revoir. Moi, je sais pas toi, Ben, je les classe en trois catégories, les James Bond. Il y a les bof, hein. Bon, voilà, Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or et d'autres. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même deux, trois. Il y a les Bonds qui sont OK. Des bons James Bond qui font le boulot, qui sont agréables, qui remplissent le contrat. Et puis il y a les bornes, les dates, les chefs-d'œuvre, hein, entre guillemets, les Bonds dont tu sens que les producteurs se sont dit putain, celui-là faut pas le rater, celui-là on va mettre le paquet. Et The Spy Who Loved Me en fait partie à mon sens. Euh, alors
Effectivement, tu l'as dit en introduction, c'est un Bond qui est assez particulier. Donc, il est réalisé par Lewis Gilbert. C'est le deuxième qu'il réalise après On ne vit que deux fois. On est au début des années 70. La saga, depuis 1962, est produite par un duo, Harry Saltzman et Albert Broccoli. Durant cette période, le début des années 70, ils vont se séparer, tous les deux. Euh, alors, il faut savoir une chose, c'est que pour Harry Saltzman, les James Bond, il n'a jamais pris cette affaire très au sérieux, en fait. C'est un monsieur qui vient du kitchen sink drama, hein, le film britannique un peu à cotation, à contenance sociale. Et pour lui, les James Bond, Harry Saltzman, c'est du menu fretin, c'est du bas cinéma populaire. Hein. Ça ne sert qu'à faire rentrer de l'argent pour avoir les moyens de produire du vrai cinéma à côté. Donc Harry Saltzman, pour lui, James Bond, c'était juste une affaire de sous, de quoi se refaire une santé pour investir dans du vrai cinéma. Alors que pour Albert Broccoli, quand il s'est aperçu que voilà le succès de la saga devenait pérenne, hein, premier, deuxième, troisième, quatrième, au bout de 8 films, 9 films, Albert Broccoli s'est dit, mais on tient à quelque chose. On a touché quelque chose là. Et cette saga vaut la peine que j'y consacre toute ma vie. Et je ne vais pas m'attarder sur les détails juridico-financiers, mais il se trouve que Harry Saltzman a contracté une montagne de dettes. Hein, il a produit, notamment, il a produit les IP Crest Movies, hein, Mm. avec Michael Caine. Bon, c'est un monsieur qui aimait le jeu aussi, notamment, ce que j'ai cru comprendre. Bon, il est arrivé à une montagne de dettes. Il a accumulé 20 millions de dollars de dettes. Euh, des dettes pour lesquelles il a mis en collatéral ses parts dans James Bond, hein, qui sont gérées par une société qui s'appelle Danjak. Et il a gagé ses parts pour garantir, collatéraliser ses dettes. Et un matin, jusqu'au jour où la banque, l'Union des banques suisses, frappe à la porte de Albert Broccoli pour lui dire, bon ben voilà, votre partenaire a 20 millions, maintenant James Bond, 20 millions de dettes, maintenant James Bond, c'est à nous. Donc on va récupérer la boîte. Et là, Albert Broccoli fait, attendez, ça marche pas comme ça, on est associé 50-50, donc le moindre engagement pris par l'un doit être validé par l'autre associé. Harry s'est engagé en son nom propre, ces accords sont caducs, ils ne sont pas valables. Donc voilà, en gros, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la banque a menacé de récupérer les droits de James Bond. S'en est suivi une bataille juridique, hein, on passe les détails, jusqu'au jour où, finalement, Albert Broccoli demande à United Artists, donc le studio qui produisait jusque-là James Bond, de prendre des parts dans la société. Donc en fait, la United Artists a remplacé Harry Saltzman et s'est associé en 50-50 à Albert Broccoli, Albert Broccoli conservant la totalité du contrôle de la saga. Hein, voilà pour un petit peu fermer la parenthèse juridico-financière, mais c'est important de comprendre ça, hein, puisque le cinéma, c'est aussi du business, des contrats, des avocats, hein, des trucs chiants, mais qui sont incontournables. Ce qui fait que The Spy Who Loved Me, il y a deux enjeux. Hein. Ce film est important à plus d'un titre. Il s'agit de relancer la saga, hein, parce que le film a pris du retard, de pérenniser la saga, puis surtout d'exorciser une bonne fois pour toutes le fantôme de Sean Connery, quoi. Hein, puisqu'on l'a dit un peu, hein, les deux premiers films de Roger Moore, voilà, tu sens que Roger Moore cherche ses marques un peu. Hein. Ouais, c'est un personnage qui doit s'y rattraper parce qu'il faut pas oublier Tout qu'il à devait être fait. James Bond, mais il a été engagé pour être Oui, ça. c'est vrai. Et finalement, c'est un personnage qui lui est passé entre les doigts et qui a été tellement, comme tu le dis, dessiné par Sean Connery, légèrement par George Lazenby, mais à l'époque, bon, aujourd'hui, on reconnaît le talent de Lazenby, mais à l'époque, c'était pas le cas. Mais malgré tout, ouais, Roger Moore doit passer après tout ça. Exactement. Et c'est pas évident, hein, puisque la transition post-Sean Connery a été compliquée. Hein. Donc, il y a eu George Ouais. Lazenby, hein, qui est un chef-d'œuvre. Hein, Ah, bien sûr. Service secret, c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que Lazenby est très bien. Oui, c'est un Euh, très bon Bond, jeune en plus, il est jeune, il est avec des vrais parfait. cheveux en plus. C'est vrai, il a bien de la chance, contrairement à moi et à Sean Connery. Et, Lazenby avait un problème de savoir-être. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris le melon. En fait. Le mec, il a pris le melon
enfin, il a explosé en vol. Il n'avait pas l'épaisseur et l'expérience pour gérer un tel succès, en fait. Et derrière, on rappelle Sean Connery pour Les Diamants sont éternels, qui fait partie de mes bonds pas terribles. C'est Euh, compliqué, ouais. hein, C'est compliqué à regarder. c'est bof bof, mais le film a très bien marché. Ouais. Donc derrière, voilà, Roger Moore devait définitivement prendre ses marques. Et The Spy Who Loved Me est le film qui va définitivement tourner la page, Sean Connery, et installer Roger Moore dans le rôle, hein, dans le smoking. Et comme tu l'as dit très justement, il va dimensionner James Bond à sa persona. Et donc orienter Bond vers la comédie, en fait, hein, vers le sourire, la légèreté, ce qui est ravissant, hein, enfin, ce qui est délicieux. Moi, j'ai découvert James Bond avec Roger Moore, hein. Je sais pas toi, Benjamin. Bah, j'ai découvert Bond dans Laserdisc avec les Sean Connery. D'accord. Ah, Voilà, top. donc avec Goldfinger, avec Dr. No et Bon Baiser de Russie. Opération Tonnerre un poil plus tard. Et ensuite via Roger Moore, quoi. Donc c'est un peu particulier et parce que j'ai aussi grandi en lisant les bouquins. Ah, contrairement à Euh, moi, ouais. Toi, t'as lu les ouais, bouquins, ouais. Ok. Ça, c'est top, ça. en fait, quand j'étais enfant préado, je lisais les Fantomas, les Arsène Lupin, Ouais. les James Bond. Ah, Et, génial. et enfin, c'était assez fabuleux, quoi. Mais c'est vrai que Roger Moore, je l'ai vu, mais mon monde à moi était peut-être Sean Connery en grandissant. Et Roger Moore, j'ai appris à le réapprécier surtout. Parce qu'il fallait apprécier aussi, comme tu le dis, il y a l'humour, il y a ce flegme britannique qui est bien, vraiment le sien. Il y a des gadgets complètement fabuleux, on va en parler après. Et puis en même temps, c'est vrai que dans la période Roger Moore qui est très longue, il y a des moins bons films. C'est vrai. Donc c'est une période qui, comment dire, certains films peuvent nous rebuter et donc on va en... C'est ce que pouvait dire Rafik Djoumi sur la fin de certains films. On retient souvent, si la fin est mauvaise, on retient que la fin, on retient pas le voyage. Bah, Roger Moore, c'est parfois ça, c'est qu'on retenait les mauvais films, mais on retenait pas les meilleurs, quoi. Et ça, c'est une grande erreur, à mon sens. D'autant plus que The Spy Who Loved Me, sauf erreur de ma part, hein, c'est le Bond qui va qui va inaugurer la grande cascade inaugurale. Hein. Et alors, on Ouais, va parler de cette séquence absolument extraordinaire, la plus belle cascade, la plus grande cascade de tous les temps. On va en parler. Euh, j'ai l'impression que c'est avec The Spy qu'il va s'introniser. Voilà, il faut ouvrir les bondes, non pas avec une scène de mission, etc., mais avec une énorme cascade. Et là, les bondes vont devenir des grands shows de cascade, en fait. ouais, complètement. Ouais. Et la scène, la scène d'ouverture, donc, c'est avec une fameuse poursuite à ski. Oui, Qui évoque, je pense pour les gros fans, la poursuite en bobsleigh là au oui, service secret de Sa Majesté, ouais, tout à qui fait. était Ouais. aussi assez incroyable. Ouais. Et cette séquence d'ouverture de l'espion qui m'aimait, vous pouvez la revoir aujourd'hui. En fait, elle a pas vieilli. C'est une énorme scène d'action. Et même, je trouve que quand on voit ce que Tom Cruise avait proposé pour Mission Impossible 7, là, la fameuse moto au-dessus de la montagne pour après choper le train. Bah, c'est vachement moins impressionnant quand même. On est d'accord, on est d'accord. Voilà. Parce que c'est bourré de CGI, alors que là, il s'agit d'une séquence garantie 0%, Ouais, 0% image de synthèse et au-delà de ça, qui fait confiance aux cascadeurs. eh oui, et quelle Voilà. confiance, parce que cette cascade, mon pote, on va en reparler, mais elle est complètement folle. Et, euh, et alors, donc la genèse, donc Albert Broccoli, voilà, il met le paquet, quoi. Le budget est doublé par rapport au précédent film, hein. C'est un budget de 13 millions de dollars, fois 2. Il veut frapper fort. Il va user 14 scénaristes. 14 scénaristes, dont John Landis Ouais, et Anthony Burgess, le scénariste de Clockwork Orange, hein. Donc, le, l'ombre de Kubrick, hein, plane sur ce film, on verra pourquoi. Et donc, c'est que des pointures, hein, qui se succèdent à la table d'écriture. Mais Albert Broccoli n'est pas satisfait. Il n'est pas non. satisfait. Aucun ne parvient.
à écrire un Bond, ce qui lui fait dire que il y a deux races de scénaristes, les scénaristes et les scénaristes de James Bond. Et donc, il va rappeler son ami Dick Maybaum, Richard Maybaum, la plume d'or hein, de la saga, qui va ramener le scénario dans le droit chemin, dans la droite filiation d'un James Bond. Mais il va y avoir aussi Christopher Wood, qui est un romancier, qui va être D'accord, appelé par Lewis Gilbert pour d'accord. remanier le script de Richard Maybaum. Donc c'est vraiment un long travail, sachant que le titre L'espion qui m'aimait vient bien d'un roman de James Bond. Ce que je montrais à la fois tout à l'heure, alors vous verrez peut-être le titre à l'envers, mais qui s'appelle Motel 007 en français, donc mais qui est bien L'espion qui m'aimait et qui n'a strictement rien à voir avec le film, parce que c'était donc c'est le neuvième roman de Sherian Fleming sorti en 62 et à l'époque Fleming casse la structure de ses aventures bondiennes. Et en fait, on suit une jeune fille qui est au Canada, qui garde en fait enfin, comment on pourrait dire ça, un ensemble de cottages, quoi, et qui va être victime d'un coup monté. Et on suit son récit à la première personne. Donc c'est un récit à la première personne, c'est un récit féminin et qui est en trois parties. Et Bond arrive dans le dernier tiers. Ah Donc oui, c'est un tout petit thriller, ça n'a rien à voir. c'est c'est Et c'est étonnant. voilà, C'est c'est très étonnant. étonnant. Ah ouais, Mais le titre du coup, Fleming va faire un truc, c'est il va vendre les droits d'adaptation, bah, bien sûr à Broccoli et Salzman, mais avec une petite contrainte quand même. Le titre peut être utilisé, le roman ne doit pas être adapté. d'accord, d'accord. Voilà. Ah, c'est assez fascinant, hein. Alors c'est vrai que Albert Broccoli, en fait, il a acheté les droits, donc les droits d'adaptation, il a acheté les titres, mais en fait, il mélangeait un peu, quoi. Il prenait le Ah titre d'un oui. roman et il mélangeait des intrigues par-ci par-là, il mélangeait tout ça dans un shaker pour faire ça, pour faire un unique film. Ce qui fait que chaque Bond emprunte un petit peu, j'ai l'impression, à plusieurs romans. Et alors, pour quelqu'un qui n'a jamais lu les romans, Benjamin, tu conseillerais de commencer par lequel? À part Casino Royale Le qui est premier. vraiment Ouais, c'est un des premiers ouais, parce qu'il y avait eu d'accord, il y avait eu le Bond à la Jamaïque aussi qui était sympa, d'accord, qu'il faudrait que je vous retrouve avec ces fameux Bonds. Mais lire celui-là, Le Bon baiser de Russie est extrêmement proche du film. Voilà. d'accord. Spectre a été rajouté dans Bon baiser de Russie dans le film. Ok. Mais toute l'affaire est liée, en tout cas, au Smersh. Donc, je pense que ça peut vraiment vous intéresser si vous voulez tenter le coup. Faut noter que Guy Hamilton devait rempiler. Guy Hamilton, hein, le réalisateur du précédent film, devait rempiler. Il n'a pas supporté le conflit entre Harry et Albert. Donc il a décidé de quitter le film pour aller faire Superman, Il qu'il le ne fera fera pas. finalement pas, pour des raisons fiscales. Donc excite Guy Hamilton. Alors Lewis Gilbert, je connais pas bien ce réalisateur. Je ne connais pas bien ce qu'il a fait à part en dehors des James Bond. C'est un monsieur qui a une carrière très prolifique. T'as vu d'autres Lewis Gilbert, Benjamin? Non, pas spécialement non plus. C'est vrai que c'est quelqu'un que je connais surtout via les Bonds, comme tu Ouais, le dis. ouais, Alors que ouais. Guy Hamilton, à l'inverse, bah, on le connaît pour Meurtre au soleil. On le connaît pour Oui, aussi un autre Agatha Christie avec Miss Marple. c'est Le vrai. miroir se brisa. On le connaît pour du film de guerre, notamment L'ouragan vient de Navarone. Donc, c'est vrai que Lewis Gilbert n'a pas eu la renommée d'un Hamilton, quoi. On le verra, hein, on le dira. Les films de Lewis Gilbert sont très beaux, hein, je trouve. Hein, ils sont magnifiques. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est aussi le film The Spy qui inaugure vraiment le James Bond dépliant touristique. Parce qu'on voyage énormément dans ce film, hein. Euh, Canada, Bahamas, Sicile, Suisse, Écosse. Bah, je pense qu'on voyageait aussi quand même pas mal dans les Bond avec Sean Connery. Maintenant, j'avoue que la photo de Claude Renoir ici, elle aide énormément.
Ouais, c'est vrai. Claude Renoir, c'est le neveu de Jean Renoir, hein, qui a travaillé avec sur nombre Mm. de films, qui a aussi été le directeur de la photo pour le premier film en couleur de Jean Renoir, qui était Le Fleuve, qui est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma en couleur. Mm. Et ce qui est très fort à Claude Renoir, c'est qu'il a apporté finalement quelque chose de très naturaliste aussi dans ce Bond. Et avec des points de vue très surprenants. Par exemple, la caméra qui est embarquée dans l'hélicoptère, qui est très modernisée au début, qui amène Bond là sur le porte-avions, quoi. Oui. Enfin, on se dit waouh, c'est assez impressionnant. La descente en ski qui est extrêmement bien filmée, où il va y avoir un des caméramans. En fait, le plus impressionnant, c'est même pas tant Bond, c'est le caméraman qui suit Bond et qui est sur ski et qui Mm. arrive à le suivre. Et ça apporte un. Je trouve qu'il y a une plongée à la fois dans le réel et en même temps, comme tu le dis, dans quelque chose de très stylisé, de carte postale. Et c'est très surprenant. C'est surprenant d'avoir réussi à mélanger tout ça. Parce que du coup, il y a un soupçon de vraisemblance qui est rajouté, je pense, à ce bond-là, quoi. On parlera de John Glenn à la fin, hein. John Glenn c'est lui qui a réalisé la cascade inaugurale. Il a été monteur du film, il sera le réalisateur le plus prolifique de la saga, John Glenn. Donc tout ça donne des ingrédients tout à fait prometteurs, hein. La recette est rodée pour faire un film mémorable. Alors, mémorable à plus d'un titre avec son casting, avec ses visages. Euh, Richard Kiel, Richard Kiel, donc qui joue Jaws, Jaws, il fera Moonraker tellement le personnage a été apprécié. Richard Kiel, moi que j'ai découvert dans un épisode de la quatrième dimension. Ah ouais. Il joue dans un épisode, il joue un extraterrestre. C'est l'un des épisodes les plus mémorables de la série The Twilight Zone. Euh, Barbara Bach, absolument sublime et mémorable. Sublime James Bond Girl. En agent soviétique. Alors, elle était la petite amie du vice-président de la United Artists, hein, je dis ça en passant, hein, mais cela n'enlève rien à son talent. Et Kurt Jürgens, que j'aime beaucoup, Kurt Jürgens, qui est un méchant mémorable, hein, qui est un réalisateur, un acteur d'origine allemande. Alors, il passe la plupart de son temps assis, mais il est tellement charismatique, tellement. Alors, t'as vu, hein, il a les mains palmées, hein. Ouais. C'est euh, c'est un écologiste avant l'heure, en fait, hein. C'est un écolo, en fait, hein, parce qu'il aime la Ouais. planète, hein, il aime les océans. Alors, sa technique. Alors, il préfigure un peu Greenpeace, d'une certaine manière, à sa manière, tu vois. Ouais. Ah, mais en version hardcore. Alors, en parlant du méchant et de sa base secrète, moi, je suis admiratif du travail sur les maquettes dans ce film. Parce que sa base, c'est une maquette. Et Ouais. c'est même encore aujourd'hui, ça supporte très bien le visionnage, hein. Les effets optiques, les Oui. effets de maquette sont absolument sublimes, dans ce film-là, hein. Il y a eu je pense qu'il y a eu un énorme travail technique. Même quand ils arrivent vers sa base, enfin Bond et l'agent Triple X, Mm. ils ont réussi quand même, parce que la caméra bougeait sur le bateau, ils ont réussi à découper à chaque fois à la mer. Enfin, ils ont pris un temps de malade pour faire ça, mais l'intégration est vachement encore efficace. Comme tu dis, les maquettes sont magnifiques. Il y a eu un vrai travail de découpage et il y a une forme de transparence. Enfin, moi, je me suis dit, où est la maquette et à un moment donné, où est le morceau, tu sais, le morceau de réel intégré dans le tableau complet, quoi. Mm. Et Ouais, tout à fait, ouais. Mm. ça, c'est assez incroyable. Et comme tu dis, ouais, c'est Greenpeace avant l'heure. Là, on a James Bond qui débarque, hein, qui est appelé à la rescousse, mais aussi un agent triple X qui n'est pas Vin Diesel, Ah, 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 ah. mais Barbara Bach. Donc, il y a un agent russe, et tout simplement parce qu'il y a deux sous-marins nucléaires qui disparaissent en mer. Le Ranger et le Potemkin, donc ils disparaissent. Et donc la Russie envoie son agent spécial, qui est en plus présenté magnifiquement en miroir de Bond, parce que c'est elle qui est sur son amant alors que Bond est sur son amante.
Mm. Et bon, du coup, il est envoyé par le MI6 pour enquêter. Et il va y avoir donc ils vont avancer, bien sûr au début en tant que concurrents, et après dans un contexte de détente de guerre froide, hein, ce qui est assez incroyable quand on se dit ça, parce qu'on est en 77 et que tu te dis dans les années 80 il y a encore Stallone qui va faire son Rocky 4. Donc c'est assez fou qu'un Bond, je trouve, essaye de préfigurer la paix qui va arriver bien plus tard. Et ils vont faire face donc à Stromberg, qui est une sorte de richissime passionné des océans, et qui se dit que de toute façon, la race humaine ne peut que se détruire. Donc autant avancer le processus, noyons la planète. De toute façon, les océans vont fondre, on va les faire fondre au nucléaire, et on va créer une nouvelle humanité sous-marine avec, grâce à sa base, la Atlantis. Ah, c'est un copain de Drax, hein. Ouais, C'est c'est un pote clair. de Drax. Drax, qui avait un peu Michael Lonsdale dans Moonraker, hein, qui a un peu le même délire, mais dans l'espace, Ouais, avec un ouais, peu exactement. d'eugénisme par là, tu sais. Ouais. Et, euh, et Stromberg, lui, c'est voilà, il veut il veut que l'humanité survive sous les océans. C'est toujours un plan extrêmement compliqué, tu sais. Tu dis, mais putain, tu peux pas faire plus simple. Mais non, parce que sinon il n'y aurait pas de film, hein. Et j'adore les plans des méchants, sont toujours très alambiqués, mais c'est ce qui fait la saveur de ces films. Donc, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, donc une intention noble à la base, mais on va dire la solution choisie est un peu ne Ouais, fait elle, pas dans le elle est détail. elle est surprenante. En fait, il faut Ouais. savoir que il voulait faire revenir Blofeld à la base, hein. C'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu énormément Ah, de scénaristes. d'accord. Il voulait faire revenir Spectre, et le problème, c'est qu'il y a eu une échauffourée juridique entre Ian Fleming et un auteur qui s'appelle Kevin McClory. Oui. Parce Ouais. que quand Fleming écrit Opération Tonnerre, il va notamment présenter, c'est le premier, en fait, Opération Tonnerre est le premier roman qui présente Spectre. Et sauf qu'il oublie de dire que c'est pas lui qui a inventé, qui a inventé ce concept, c'est Kevin McClory. Et on dit même qu'il y a un troisième auteur qui a participé à des concepts d'Opération Tonnerre. Donc il y a un procès, et pour le tournage la production, pardon, de L'espion qui m'aimait, bah, ils n'ont pas le droit de citer Spectre, ils n'ont pas le droit de citer Blofeld, et ils vont créer de ce fait un autre bad guy, et je trouve que c'est pas plus mal, parce que C'est très bien. Blofeld, il voulait dominer le monde. Ouais. Mm. Lui, lui, je trouve qu'il a, comme tu le dis, il est noble. Enfin, il a de nobles intentions, mais c'est juste qu'il est un peu ravagé. Mais ça part d'une bonne intention. Voilà. Exactement. Et alors, euh, pour continuer sur le casting, il y a un acteur que j'aime beaucoup, il a qu'une scène, hein, c'est Max Calba. Max Calba, qui se fait zigouiller, joué par Vernon Dobtchev, qui est un acteur franco-anglais d'origine russe, qui a un visage comme ça, hein. Il est fascinant, hein. Et ça, il est fascinant cet acteur, hein. Il vit dans il vit dans le sud de la France, hein, d'ailleurs, du côté de Nîmes. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup sa scène, la scène de sa mort, Oui. euh, où en fait il est étranglé, enfin il est mordu par Jaws, Ouais. et c'est coupé avec des scènes de danse. Oui. C'est Euh, c'est assez Dans un montage fascinant. alterné qui devient un montage parallèle, et ça crée Exactement. une ambiance terrifiante. Assez terrifiante, hein. Moi, j'adore Mais oui. ces moments où, en fait, on alterne des images terribles Ouais. avec des images de joie, hein, Et puis de couleurs. et de Est-ce que du coup, couleurs. la Ouais, couleur qui s'épanouit, c'est le sang qui est en train de se, tout à fait. Ouais, ouais. se faire vider de l'autre côté, quoi. Et ça fait partie des qualités formelles du film, hein. Ah, Et, de toute façon, tout ce qui est lié en tout cas au personnage de Richard Kiel, donc hum. Jaws, est assez incroyable. Moi, je trouve qu'il y a même l'empreinte de la Hammer dans ce film. Oui, C'est-à-dire c'est très que juste. Jaws, quand il est présenté au début, c'est littéralement Dracula avec des dents de fer. C'est Mais c'est vrai. aussi Frankenstein avec la stature qu'il a, quoi. Je veux dire, c'est un monstre.
C'est une Ouais. puissance. Mais il est présenté comme une créature en plus qui est dans la couleur, une séquence en Égypte, Qui est euh, merveilleuse. Eh qui est bien, on va y aller. merveilleuse, avec Parlons-en. un jeu de Ah ouais. lumière et Ah ouais. d'éclairage, voilà. Magnifique, magnifique séquence. Et il est présenté comme un vampire, hein. Je veux dire, Mm. comme Avec un. la statue du Sphinx Ah ouais. qui Et- s'éclaire, hein. Cette séquence, Ouais, elle est merveilleuse, hein. ouais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il joue avec les monuments en arrière-plan et Mm. ça permet d'inscrire le personnage dans une mythologie, dans une autre mythologie beaucoup plus ancienne, hein. Mais c'est vrai qu'il est fascinant et quand tu le revois dans cette, dans cette cabine téléphonique, il est écrasant au possible. Mm. Et même plus tard, dans un combat dans le train, il est incroyable. En fait, ce qui est génial, c'est, enfin, moi, j'imagine qu'ils ont dû construire des wagons plus hauts à cause de lui, C'est parce sûr. qu'il est trop Ouais. grand. Mais en fait, c'est un vrai monstre. Là, il devient quasiment la momie, c'est-à-dire il est inarrêtable et à chaque fois, c'est ça, c'est ce personnage qui se relève de toutes les morts improbables. Mais il est fascinant et ouais, je pense vraiment qu'il y a un truc de la Hammer, qu'il y a une influence là-dessus, quoi. C'est très juste, hein. Moi, je te rejoins totalement, hein. J'aurais été curieux de le voir dans une version de Frankenstein, par exemple, ou Ah, tu complètement, vois, ouais. ça aurait été intéressant, hein. Ou Mais de la momie, hein. ou de la momie, c'est vrai, Parce ça, qu'il hein, est tellement énorme. dans une continuation de Boris Karloff, un peu, hein, Ah, Richard Kiel, hein. Il est vraiment fascinant, un vrai corps de cinéma. You have come tonight to the most fabulous and celebrated place in the world. Here on the plateau of Gizeh stands forever the mightiest of human achievements. Disclose the stage on which the drama of a civilization took place. Those involved have been present since the dawn of history. And the voice of the desert has crossed the centuries. Alors la séquence égyptienne, hein, et elle est absolument sublime, hein. Euh, Bond va à la recherche d'un personnage dont j'ai oublié le nom. Il se rend donc aux pyramides d'Égypte et lorsque la scène commence, c'est une visite. Euh, il y a un public qui assiste à un spectacle son et lumière, hein, ouais. avec une voix off qui raconte donc l'Égypte. Donc c'est une espèce d'attraction en fait, hein. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure que l'action se prolonge, on quitte le public. Donc James Bond va à la recherche euh, du personnage qu'il recherche, qui est poursuivi par Richard Kiel également, et on entend toujours la voix off derrière. Du Et, c'est- spectacle. et cette voix, subitement, commente l'action. La scène, regardez-la absolument, parce que Ouais. pareil, Ah ouais, finalement, c'est encore un souci de montage alterné qui devient montage parallèle. c'est vrai. Et c'est vrai que le film, d'un point de vue formel, comme tu l'as dit, il est extrêmement intéressant. Et il tente beaucoup, beaucoup de choses, à l'inverse des deux précédents. C'est vrai, ouais, qu'ils sont un peu plus paresseux, mais peu importe. Lewis Gilbert, voilà, même son On ne vit que deux fois est très beau, je trouve. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a une vraie touche, hein, chez ce monsieur, hein. Ouais. Il a vraiment ménagé un très bel écrin pour Et les il Bonds. sait travailler avec ses caméramans. Enfin, ouais, Oui, tu vois, on parlait du fameux caméraman en ski, enfin skieur qui était au début des Willy films. Bogner, il s'appelle. Ouais, Voilà. Mais il faut pas oublier qu'il y a eu un certain John Jordan qui a bossé sur On ne vit que deux fois et Au service secret de Sa Majesté. Et d'accord. c'est lui qui faisait notamment les plans aériens. Mais ces forces-là, que ce soit Jordan ou le caméraman skieur que tu as cité pour L'espion qui m'aimait, Hmm. Lewis Gilbert, il sait les mettre en œuvre. Enfin, je trouve qu'il sait les mettre en avant, il sait les valoriser, quoi. Tout à fait, c'est très juste. C'est très juste, hein, et ainsi que l'apport de John Glenn aussi, qui a été un réalisateur seconde Bien équipe sûr. absolument déterminant. Alors, pour en revenir à Kurt Jürgens, à Stromberg, j'adore la scène où, tu sais, il y a les deux scientifiques là qui l'ont aidé à. Ils prennent l'échec. Ouais, j'adore cette scène parce que, tu sais, ils s'en vont, tu sais. Et alors, il tue son assistante qui se fait bouffer par un requin. Tu m'as trahi.
Et voici ton châtiment. Et alors les deux, ils se regardent. Bon, ils s'avancent vers l'ascenseur. Et, euh, et puis, j'adore. Tu sais, il a son moniteur. Donc les deux scientifiques s'en vont en hélicoptère. Il se serre la main comme ça. Ouais, ouais, super, à nous le pognon, à nous la belle vie. Et t'as Stromberg qui appuie sur le bouton. Et j'adore ces scènes où on verra ça dans Josement Vote, où le méchant se débarrasse de collaborateurs, tu sais. Tu sais, t'as une grande réunion de méchants, et t'en as un qui se lève et qui dit non, finalement cette affaire ne me convient pas, je m'en vais. Et puis t'as le méchant qui dit oui, oui, très bien, libre à vous, je vous en prie, Katia va vous raccompagner. Et en fait, il va se faire zigouiller. J'adore ces scènes. Bah, c'est surtout que là, en plus, au début, on est persuadé que c'est un des scientifiques, pas Oui, l'assistante. oui, Et en fait, le film ne c'est vrai. fait que nous surprendre Ouais. sur les attentes qu'on a pu avoir avec les précédents Bonds, et même au niveau des attentes de genre. C'est pour ça que quand Triple X, alors Amazova, attendez, j'ai revérifié quand même, Amazova, ouais, purée, j'ai bien prononcé, Mhm. donc Barbara Bach est présentée, et qui on nous dit, et puis que il y a le chef du contre-espionnage russe qui dit oui, on a appelé l'agent Triple X, on se dit ça va être le mec, et finalement ça démarre par un plan avec la fille sur lui, et Oui. là on a encore un peu de doute, et finalement c'est bien elle qui est Triple X, et donc ça inverse les rapports de force, et le film est très très surprenant là-dessus. Oui, moi j'aime beaucoup effectivement l'introduction du personnage de Barbara Bach, hein. Il y a tout un jeu de, tu vois, on croit que c'est Ouais. on croit que c'est l'homme, l'agent, et en fait non, c'est elle, etc. C'est Et puis, très bien, c'est très subtil, hein. à un moment donné on se dit bon, quand ils prennent le bateau là pour retourner au Caire, Mm, ils vont recouler ensemble. mm. Finalement, non, elle reprend le dessus. Enfin, c'est assez génial parce que toutes les attentes finalement de la James Bond girl qui était bah, la fille qu'on croisait, quoi. Enfin, la fille que James Bond croisait. Là, ironiquement, enfin, l'espion qui m'aimait, c'est aussi le film de Amazova. Parce que c'est C'est vrai, l'espion qui l'aimait, c'est l'espion qui a été tué par Bond. Mais c'est aussi Bond qui l'aime. Donc, c'est vrai. c'est assez fascinant parce que c'est un film avec deux héros finalement. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on l'aime autant, c'est parce que Bond arrive à exister avec tous les second rôles sans les écraser, ce qui n'était pas peut-être toujours le cas de la période de Sean Connery. Et le scope des décors, hein. Alors, Oh, alors la séquence égyptienne, l'autre séquence égyptienne qui se passe là dans les ruines, c'est du côté de Karnak. J'arrive pas, ouais, c'est c'est ça. Ouais. Karnak, hein, avec cette mise en valeur des colonnes et le jeu des Les- proportions. oh, ouais, Ah, c'est la magnifique. chorégraphie, la Oui. chorégraphie entre les deux qui avancent, entre les poteaux, enfin, ah, C'est sublime, hein. c'est beau. La lumière qui est vraiment qui est au diapason là, qui est vraiment aux petits oignons, et puis la touche humoristique avec Richard Kiel Qui est un monstre. qui désosse la camionnette comme une boîte de Mais c'est conserve. Frankenstein. Là, ça devient. C'est vrai. Avant, c'est la momie qui était enterrée. Après, c'est Frankenstein qui déchire Oui, des trucs d'acier. Ça devient ridicule. c'est génial. Ah, c'est fascinant. Ouais. Ah, Ouais, cette séquence est absolument géniale. Alors, j'aime aussi voir les choses qui ont un peu vieilli, tu vois, notamment quand il arrive en Égypte. Il retrouve une femme qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'il embrasse au bout de 30 secondes. C'est James ouais. Bond, c'est normal. Et alors, je parlais des lieux de tournage, hein, donc ça a été tourné voilà, en Suisse, ça a été tourné aux Bahamas, et la séquence italienne, donc, qui a été tournée en Sardaigne, dans le complexe hôtelier La Cala di Volpe, hein, qui existe toujours hein, d'ailleurs, hein, et que Ken Adam a spécifiquement sélectionné pour la qualité de son architecture. James Bond remise son Aston Martin pour la Lotus Esprit, hein. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit, hein. Ouais, et elle est merveilleuse, faut le dire. Elle est juste, elle est incroyable. Alors, vous verrez elle plonge dans l'eau. Ah ouais. Ensuite, il y a un plan de coupe sur Bond. Ensuite, plan de coupe sur la voiture, et le dessous de la bagnole n'est plus le même parce qu'elle est passée en mode sous-marin. Mais Ah, à ah. part ça.
Parce que là, je pense qu'ils se sont dit, c'est trop cher. C'est trop cher de mettre des volets qui vont s'inverser sur le bas. Ouais, Mais ouais. à part ça, elle est magnifique. En plus, enfin, quand vous voyez toutes les lignes des structures, des maquettes, mais aussi bah, de la bagnole, c'est des lignes allongées. C'est-à-dire que même les sous-marins de Stromberg sont des lignes allongées. Quand on est dans la base, dans l'énorme bateau, dans le tanker de Stromberg, il y a tu sais, cette espèce de métro, Oui, de le métro qu'ils monorail. utilisent, Ouais, de c'est monorail. Pareil, génial. les petits vaisseaux sont allongés, enfin, Ouais. et qui rappellent à chaque fois des raies, quoi, tout simplement, ou des poissons. Enfin, visuellement, le film correspond vraiment à sa thématique aquatique, quoi. Beaucoup plus qu'un Thunderbolt, par exemple. Et quand la Lotus plonge dans l'eau, là, pareil, c'est magique. C'est- C'est Mais magique. ils se permettent, en fait, c'est ça qui est génial. Tu parlais de carte postale, mais moi, je trouve qu'ils Ouais, ils se permettent surtout des temps de magie, enfin, des temps morts tout à fait. Ouais. où le film n'est pas qu'intrigue. Mais devient en fait une expérience de l'aventure. Et effectivement, il y a tous ces plans aquatiques qui sont incroyables. Les prises de vue sont belles et on se permet d'avoir du goût pour le merveilleux. Et c'est pour ça que finalement Stromberg est très cool parce qu'à un moment donné, il dit oui, mais moi, ce que je veux, c'est sauvegarder l'océan parce que on y a tout. On a la mort, le merveilleux Mm, mm. et je ne sais plus ce qu'est le troisième, la vie, un truc comme ça. Mais mais c'est vrai qu'en fait, le film nous y fait goûter d'abord. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le Stromberg n'est pas un fou complet parce que, bah, effectivement, la vie dans les océans, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est comme la marche dans le désert où on a le thème de Laurence d'Arabie qui revient. Oui. Bah, moi, je trouve ça assez merveilleux, quoi. C'est l'aventure qui retrouve son ancrage dans le réel et dans des décors naturels. Et ça, c'est assez chouette, ouais. Caroline Munro, hein, vénéneuse à souhait, hein, Un formidable pilote d'hélicoptère. formidable pilote, excellentissime Caroline Munro. Hein, alors, c'est Richard Maybaum qui disait il y a toujours un ange blanc et un ange noir dans les Bond movies. Hein. Il y a un personnage féminin positif et un personnage féminin négatif, vénéneux, hein, dont fait partie Caroline Munro. La musique aussi de Marvin Hamlisch, Oh, qui est, qui à mon sens fait une très belle concurrence à John Barry, hein, bah, je faut le suis assez dire. d'accord. Ouais, Hamlisch reviendra pas, ce qui est ouais. un vraiment dommage parce que Mm. même le côté Bond disco au début, ça marche super bien. Et au-delà de ça, quand il fait revenir le thème classique, il le place super bien, quoi. Enfin, il y a une micro-séquence, par exemple, qui me plaît énormément, c'est quand la Lotus, pardon, elle sort de l'eau. Sort de l'eau, ouais. Et en fait, il fait un plan un peu à la Jaws avec les gens qui sont sur le bord de la plage, puis qui sont là, ils font un peu leur vie. Puis il y a une musique un peu inquiétante qui arrive, et d'un seul coup, il y a la Lotus qui débarque avec J'adore. avec le thème de Bond qui est super élégant dans son orchestration. Et puis Roger Moore qui est là, qui lâche le petit poisson. Enfin, C'est merveilleux. c'est des moments de cinéma, quoi. Ouais, tout à fait. C'est Ouais. des moments où à la fois bah, les mecs sur la plage où ils ont une suspension d'incrédulité complètement, ils sont perdus, mais nous aussi, parce que c'est des choses, je pense on n'espérait pas voir à l'époque, et même encore aujourd'hui, c'est des trucs complètement dingues. Ils sont dans la pure exaltation de la magie. Tu sais, Oui, de la magie, de la sidération que peut procurer le cinéma. Moi, c'est un Bond que je revois toujours avec des yeux d'enfant, en fait. C'est la séquence de la Lotus sous l'eau. Moi, je marche toujours autant. je suppose Le, que l'attaque, elle te plaît, enfin la bataille dans le tanker, elle doit te marquer aussi. Oui, oui, oui. Alors oui, on va en parler. Ce gigantesque plateau qui était... D'ailleurs, c'est le film qui va inaugurer les fameux studios de Pinewood, hein, qui ont été construits pour le film.
qui fait la taille de je sais pas combien de terrains de football, en longueur et en hauteur. Euh, Là, il n'y a pas d'écran vert, hein, il n'y a pas d'incrustation digitale, hein, Non. tout est vrai. Un plateau, tu le disais, hein, avec ses monorails, etc., qui va, plus que les précédents films, qui intronise le gigantesque plateau bondien. Bah, on avait ça un peu dans un autre, bah, dans l'autre film de Oui, Guibert, c'était On ne vit que deux fois, avec la base oui, c'est vrai, tu as raison. Dans le qui était quand même volcan, là. assez génial, hein. C'est vrai, ouais, tout à fait. C'est très juste. Et, euh, et alors, le monorail, Brad Bird s'en souviendra pour Les Indestructibles, Oui, hein, qui est en grand fan de James Bond, c'est sûr. Il a fait un petit clin d'œil à la saga. Alors, un plateau qui a été un cauchemar à éclairer. Claude Renoir, le pauvre à l'époque, il subissait un décollement de rétine. Il devenait aveugle, en fait, et il avait beaucoup de difficultés à travailler. Et alors, tu me le confirmeras, apparemment, Ken Adam a demandé conseil à Stanley Kubrick oui, pour ouais, mais éclairer le plateau, en fait. ouais, que Kubrick avait demandé à ne pas être crédité, ça c'était juste son souhait. Mais il y a une photo ouais, de Kubrick sur le plateau. Quand tu vois toutes les surfaces métalliques, Oui. donc réfléchissantes, ça devait être quand même un beau merdier à travailler, quoi. Et préserver la profondeur de champ. Donner de la perspective au sous-marin, on peut le toucher en fait. On peut le Oui, toucher parce qu'on peut le toucher, on peut le détruire. Donc il y a quelque chose de très tangible oui, c'est dans ce ça. décor Ouais. ça mêlé en plus, comme on disait tout à l'heure, aux maquettes, au super travail d'effets optiques, d'incrustation et de mélange entre prise de vue réelle et avec admettons des gros morceaux de plateau et ensuite les maquettes. Il y a une réalité magique auquel on croit et c'est le pouvoir du cinéma, quoi. D'autant plus que les effets spéciaux dans les Bondes, en tout cas durant l'ère pré-image de synthèse, on va dire, ont toujours été des effets spéciaux j'allais dire de briques et de broc, mais ça a toujours été des effets spéciaux astucieux. Ah oui, Et ouais. non pas des effets très complexes et très techniques et très chers, mais des effets qui reposaient souvent sur l'illusion d'optique. Euh, la base de Stromberg, à un moment donné, quand les deux ingénieurs s'en vont, tu vois l'hélicoptère qui décolle. Et en fait, c'est un jeu de perspective. Ah oui, oui, Mais ça marche, c'est très très bien fait. Et c'est ça qui est génial avec les Bondes. Les effets de Moonraker, dans le film d'après, oui. pareil, n'ont pas été des effets très très chers en fait, hein. C'est des jeux de perspective, mais entre Ouais, la maquette, entre un élément réel, l'hélicoptère, enfin, puis après un autre faux hélicoptère qu'on fait exploser, enfin, c'est très très malin, ouais. On avait quand même des très très grands artisans sur Bond, et notamment sur ce Bond-là, quoi. ouais, c'est très très juste, hein, notamment Derek Meddings, entre autres, spécialiste des maquettes. C'était une famille, les James Bond, hein, on va le rappeler, hein. L'équipe, ça- plus ou moins, ça a toujours été la même équipe derrière. Euh, et puis les enfants prenaient la succession de leur père. Et les collaborateurs montaient en grade et montaient dans les échelons. Hein, John Glenn a démarré monteur, assistant monteur, monteur, réal seconde équipe. Et pour Ouais. devenir réalisateur, etc. C'était vraiment une famille. Euh, c'était C'était des films à gros budget, mais produits en indépendant. Et Oui, oui. c'est ça qui était remarquable avec les Bondes. Alors, en parlant d'émerveillement et de sidération, on va revenir sur la scène inaugurale, hein. Moi, je ne sais pas toi, Benjamin, mais j'ai toujours des palpitations, j'ai toujours des yeux de gamin devant cette scène qui est extraordinaire, quoi. Michael Wilson, le fils d'Albert Broccoli, tombe sur une publicité pour un whisky canadien. On voit un skieur
se jeter du sommet du mont Asgard. Hein, le mont Asgard, c'est un sommet de 3000 mètres de hauteur sur une île canadienne, Baffin Island. Et Michael Wilson voit ça, il dit waouh, c'est extraordinaire. Mais qui est sur la photo? Il se procure donc les coordonnées, il réussit à appeler Rick Sylvester. Rick Sylvester, qui est le skieur qu'on voit sur cette photo, et il lui dit voilà, nous on cherche des athlètes pour faire des scènes de ski. Est-ce que vous pouvez. Comment vous avez fait ce saut? Et Rick Sylvester explique bon voilà, Monsieur Wilson, cette photo est truquée. Je n'ai pas sauté du mont Asgard. J'ai sauté d'un sommet qui s'appelle El Capitan en Californie, qui est beaucoup moins haut. L'équipe, l'annonceur n'a pas souhaité que je saute du haut du mont Asgard. Donc voilà, j'ai sauté d'un sommet plus bas et on a truqué la photo. Cependant, je peux le faire. Je peux le faire, je vous assure. Je peux sauter du mont Asgard. Et alors, Michael Wilson dit, bon, vous êtes sûr, c'est quand même dangereux cette affaire. Non, 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 mais vous inquiétez pas, je sais comment on fait. Et donc Rick Sylvester, qui n'est pas un cascadeur à proprement parler, hein, c'est juste un super skieur hein, de très haut niveau, un trompe-la-mort, casse-cou, qui n'a qu'un plaisir dans la vie, c'est de sauter de sommets les plus hauts possibles. Et donc il contacte John Glenn, et John Glenn est chargé de réaliser cette séquence in situ, donc au Mont Asgard, 3 semaines de tournage. 250 000 $ de budget, 3 équipes, 2 hélicoptères. C'est un endroit qui n'est accessible que par hélicoptère. Et toute la difficulté de ce saut a été de trouver le bon moment pour sauter, c'est-à-dire le bon créneau. Le créneau où il n'y a pas trop de vent. Parce qu'à cette altitude, le vent peut te fracasser contre la paroi et tu disparais, mon ami, c'est terminé. Et toute la difficulté a été de trouver le bon créneau. Rick avait un système au niveau des genoux pour se débarrasser de ses skis tout de suite après le saut. T'imagines la difficulté, Ah oui, oui, sauter, enlever les skis, faire gaffe à ce que tes skis ne tombent pas sur la gueule quand tu ouvres le parachute, la préparation. Il y a eu donc trois équipes caméra, dont John Glenn, choper les bons angles. Et alors, le mec qu'il faut féliciter, c'est le gars qui a suivi au zoom le saut. Hein. C'est ah oui. extraordinaire. Hein. Ah ouais, il est magnifique. Ouais. Alors, lui, il mérite un Oscar, hein, parce que là, voilà, il parvient à faire le point sur le Rick Sylvester qui saute sans flou. Et, euh, et donc, il a sauté de 3000 mètres de haut. Il n'a fait qu'un seul saut. Et alors, la veille du saut, Albert Broccoli appelle le skieur et lui dit, bon, parce que Albert Broccoli, tu vois, il était pas enfin, il avait très très peur, quoi. Il lui dit, écoute, si tu veux arrêter, arrête. Si tu ne le sens pas, je n'ai aucun problème à ce qu'on annule tout. Tu gardes même ton cachet, tu gardes tes 25 000 $. Personne ne te forcera à faire ce saut. Et Rick Sylvester, il fait, non, non, mais je suis prêt, Albert. C'est le rêve de ma vie. On y va. Et donc un beau matin, ils ont vu que le soleil pointait, il n'y avait pas de vent, et ils se sont empressés de filmer. Quelle cascade, quoi. Incroyable, quoi. Pour moi, c'est la maman de la cascade moderne, ce Ouais, saut-là. d'accord. C'est la cascade moderne, elle est là. C'est-à-dire que c'est un mélange d'exploit sportif et de cascade, hein, puisque en fait c'est un espèce d'exploit sportif customisé, hein, on va dire, hein, parce que Ouais, ce c'est saut ça. c'est Ouais. quoi? Hein. C'est du saut à ski mélangé à du saut en parachute. Ouais. Et elle est à la fois si pure, si simple. Hein, un homme se jette dans le vide, c'est très. Et puis à cette hauteur, tu vois les nuages en fait. Il est au-dessus des nuages, ce qui donne à ce saut un caractère un peu irréel, Et le temps est onirique. dilaté. Et Le le temps temps est est, dilaté. ouais, Ouais. Parce que comme tu dis, le plan il est pas coupé. En plus, le mec le suit, le suit. ouais. Jusqu'à ce que d'un seul coup, le parachute s'ouvre, le thème de Bond débarque, et là d'un seul Alors, coup, le cadre se referme légèrement, le générique démarre pour capturer. et les mains qui se Voilà, ferment sur le exactement. parachute, c'est magique. Alors c'est vrai que le drapeau de l'Union Jack qui s'ouvre,
c'est la cerise sur le gâteau. Là, t'as envie d'être anglais, en fait. C'est T'as vrai. envie d'être anglais, quoi, tu vois. C'est, C'est vrai. c'est, c'est merveilleux. Et puis, elle est très pure, quoi. C'est un homme qui saute dans le vide, quoi, sans Et plus. en fait, c'est vraiment c'est de la figure. Et c'est pour ça Oui. que le fait que ensuite il y a les mains du générique qui le capturent, Ouais. ça fait complètement sens parce que de toute façon, on regarde, on est au-delà de l'humain, on est sur une figure qui traverse comme ça, qui part de cette descente dingue pour sauter dans le vide. Et ça devient, il y a quelque chose d'abstrait, quoi. Quelque chose d'abstrait qui débarque. Et c'est un peu le mode de divin dont je parlais tout à l'heure qui réapparaît. Et là, on est dans une suspension absolue. Puis la séquence d'introduction recapture cette figure-là. Et tu dis, mais les mecs, enfin, est-ce que d'ailleurs ils ont réfléchi à ça après avoir vu les rushs? Est-ce qu'ils avaient prévu cette idée-là? Parce que, ou est-ce que c'est en voyant les rushs, ils se sont dit, bah tiens, voilà une excellente contrainte qu'on va transformer en coup de génie. On va go capturer ce drapeau de l'Union Jack pour démarrer le générique. Enfin, Ah, c'est. et c'est fort probable que ce soit une idée de montage, parce que c'est le générique de Maurice Binder. Ouais. Euh, je- faudrait poser la question à John Glenn, hein, qui est toujours parmi nous, qui a monté le film aussi. Et c'est vrai que ouais, t'as une espèce de licence poétique là, comme ça, tu sais. C'est une espèce de Et puis, fleur. c'est parce que Et, c'est tellement fluide. et c'est beau, hein, ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est magnifique, quoi. Et le générique, moi j'adore le générique, avec ces figures qui font du trapèze avec un canon de Ouais. pistolet. Ah ouais, c'est canon. C'est le Sans cas, mauvais jeu de mots. c'est le cas de le dire. J'adore ce générique qui fait partie. Tout est au diapason. Je me suis longtemps posé la question, bon, quelle est ma bande son préférée? Alors, Mm. j'en aime plusieurs. Moi, j'aime beaucoup Nancy Sinatra, là, On ne vit que deux fois. Pareil, ouais. J'aime beaucoup AA, le morceau de Duran Duran aussi. Mais après moult réflexions, c'est The Spy Who Loved Me de Carly Simon. C'est vraiment, c'est la plus entraînante. C'est une chanson que je peux me repasser 40 fois de suite. Elle est Elle est, romanesque. elle est romanesque. Ouais. Elle est, tu vois, c'est une chanson d'amour, c'est une chanson romantique. Il y a plein de souffle, hein. Elle est, la voix de Kylie Simon, l'instrumentalisation, la composition, tout est parfait dans cette chanson, quoi. Mais comme toute la bande son, finalement, hein, je trouve que Marvin Hamlisch, c'est un des grands regrets parce qu'il aurait pu proposer sur d'autres bandes des trucs peut-être surprenants, Oui, ou enfin un peu plus inattendus que chez John Barry par la suite, quoi. mais la couleur un peu disco du début est super, hein. Ah, C'est la première fois qu'on entendait ça, hein. ah, complètement. Ouais. Et Ah non, c'est mais que c'est ça super marche bien, cool. hein. Ah ouais, ouais. C'est entraînant, c'est fun. Même le thème du bad guy, tout en ayant le tempo de la disco derrière, enfin, ça marche super bien. C'est comme un grand bonbon. T'as vu l'énorme table de Stromberg? Une Ouais, énorme table, c'est une j'adore. vraie table de méchant, ça. C'est ça, c'est une vraie table de méchants. Mais même sa salle, sa salle, il y a des Oh là décorations là, rouges, boisées. oh là là. C'est quasiment un décor gothique de la Hammer sous l'eau. Oui, c'est vrai. Ouais, avec une petite touche Barry Lyndon, tu C'est sais. ça. C'est Ouais. vrai. Là, encore une fois, Kubrick qui fait un clin d'œil. Avec toujours, moi j'adore les décors de Ken Adam parce il y a de la profondeur. Ouais, il y a du gigantisme, en fait. Il y a du gigantisme. Et Ouais. j'aime comment il travaille les surfaces inclinées. Oui. Tu sais, il y a toujours des grandes surfaces inclinées. Je sais pas comment le dire. Tu reconnais un décor de Ken Adam, en fait. Ben, Euh, tu il vois. y a, il y a un moyen en fait, il y a toujours un moyen d'exploiter le décor de manière verticale et horizontale, Ouais, quoi. c'est ça. Et ça, c'est assez fabuleux. Je veux dire, c'est pas un décor qui est juste en longueur avec une bataille. Quand il y a la bataille, elle va juste être au niveau le plus bas. Non, non, on va pouvoir exploiter les hauteurs. Il va y Mm. avoir du tir transversal, horizontal. Enfin, là-dessus, c'est très malin. Même dans le train, il y a,
même dans les deux petits wagons, il arrive à travailler ça, quoi. Donc, Mm. c'est assez fascinant, mais en même temps, ça, je trouve que ça rejoint aussi cette idée de l'océan. C'est-à-dire que l'océan, comment dire, il y a pas de limite. Et tu avances pas comme sur la Terre de manière horizontale. Tu plonges dans l'océan. Bah, ces Ouais. décors-là, ils invitent aussi, je trouve, à la plongée, quoi. On en parlait ensemble. Je l'avais pas gardé au montage, mais on avait évoqué Black Bag Oui, de Soderbergh. Steve Soderbergh, hein, qui pour moi, c'est son James Bond. C'est une espèce de Oui, James Bond. ouais, ouais, complètement. D'ailleurs, il y a Pierce Brosnan qui joue dedans. Et il y a une salle de réunion dans Black Bag Qui est magnifique. qui rend hommage à Ken Adam et qui est Ah oui, magnifique, avec ouais, ce toit incliné. oui, Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un décor naturel. Enfin, c'est un vrai endroit, j'ai l'impression. C'est un vrai bâtiment qui a été choisi parce qu'il ressemble à un décor de Ken Adam, quoi. ouais, ouais, c'est Euh, vrai. Black Bag, hein, qui est excellent, hein. Les amis, on vous conseille Black Bag. C'est à la fois le James Bond et Ouais. une adaptation non littérale d'un John le Carré Oui, aussi. par Steve Soderbergh, quoi. Ouais. J'adore. Il est excellent. Il est superbe. Ouais, un bon cru, un excellent cru. Et c'est le film qui lancera la carrière de John Glenn, hein. La Oui, séquence inaugurale va faire la carrière de John Glenn puisque dans le métier, c'est une scène qui a marqué les esprits et qui encore aujourd'hui est, moi je le dis hein, sans problème, hein, c'est la plus belle cascade du monde, hein. C'est vraiment, voilà, c'est une cascade absolument merveilleuse. c'est une des meilleures, je suis d'accord. Et il faut pas. Je pense qu'on a aussi un gros problème avec la manière dont on approche les cascades aujourd'hui. Oui, Et c'est de la faute à Tom Cruise aussi. C'est que Tom Cruise arrête pas de dire oui, mais moi je fais mes cascades. Et il n'y a pas de fond vert, il y a pas d'effet numérique, je fais mes cascades. Bon, on sait qu'il y a des effets numériques et on sait qu'il y a des cascadeurs. À l'inverse, Keanu Reeves est plus sincère là-dessus parce que beaucoup pensent que Keanu Reeves fait ses cascades pour John Wick, mais Keanu Reeves dit non, mais attendez, je suis trop vieux, j'arrive pas à tout faire. Heureusement que j'ai un cascadeur. À un moment donné, mon métier c'est acteur, lui son métier c'est cascadeur. Et je trouve que de post Jason Bourne, puis post retour de Tom Cruise dans l'émission Impossible, notamment avec le 4, où il fait cette énorme cascade là sur le Burj Khalifa, on a eu cette tendance à vouloir, enfin, à dénigrer un peu Bond parce que dans les Bonds, les cascades n'étaient pas faites par les comédiens, ou pas complètement. Et c'est une erreur complète, c'est une erreur même d'approche du cinéma. Parce que le cinéma, de toute façon, c'est de la triche. C'est la construction d'une réalité hein, par l'image, le montage et compagnie. Et donc, cette cascade-là, effectivement, de l'espion qui m'aimait, elle n'est pas faite par Roger Moore, bien évidemment. Hein. Il va pas réussir à faire un double retourné, salto et compagnie, puis à réatterrir et à shooter un mec. Mais c'est un vrai moment de cinéma, quoi. tout C'est à fait. Ouais. Mm. et il faut pas dénigrer tous ces moments-là parce qu'on vous a vendu en marketing que tel acteur faisait tout, ce qui est faux de toute façon. C'est très juste. Et puis, faut mettre en avant le métier de cascadeur, quoi. Oui, C'est un très beau métier. Faut mettre en avant ces artistes, hein, ces artisans, quoi, hein. Ah, même un cascadeur doit jouer la comédie. Quand un cascadeur double un acteur, il est habillé comme l'acteur, hein, il s'agit de faire croire que c'est l'acteur qui fait la cascade, et il doit jouer, il doit bouger comme l'acteur. Donc il y a une ouais, dimension de comédien dans le métier de cascadeur. Il ne s'agit pas de faire une performance et une cascade, il s'agit de faire une cascade comme l'aurait fait un acteur. C'est très subtil, hein. Et puis tomber d'une manière chorégraphique pour pas qu'on voit le visage, etc. Euh, Rick Sylvester, quand il s'était lancé du Mont Asgard, John Glenn au talkie lui a dit, et surtout n'oublie pas Rick, c'est toi Roger Moore, tu es James Bond. C'est la dernière parole qu'il lui a dit avant qu'il s'élance. Donc c'est très important de mettre ça en avant. Et quand je revois les Bonds, je mesure à quel point les cascades étaient extraordinaires, quoi. Je veux ouais, dire, ouais.
c'était sidérante, quoi. Et j'en ai pas vu d'équivalent aujourd'hui, quoi, hein. Même les Tom Cruise. Moi, j'adore Tom Cruise. C'est spectaculaire ce qu'il fait, hein. Mais à côté des James Bond, je suis désolé. Bon, c'est pas la même catégorie, quoi. Bah, Cruise a quand même fait des extraordinaires, mais je pense qu'il y a aussi l'aura de Tom Cruise fait la cascade, qui joue Oui, dedans. c'est vrai. Et alors que les Bond, ce que je disais, on a tendance à un peu oublier ça parce que bah, c'est pas James Bond qui fait la cascade, c'est pas l'acteur, c'est un cascadeur. Ah merde, c'est du cinéma donc. Qui d'ailleurs vont dire ouais mais c'est plus réaliste, oui mais réaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est vraisemblable? C'est ça là en fait l'importance dans le Très fond, hein. juste. Il y a un vrai problème d'approche de la fiction, je pense, aujourd'hui et du cinéma d'action. Mais c'est normal, hein, il y a eu des films comme Jason Bourne qui ont bougé aussi notre rapport au physique et à l'action physique. Mhm. Il y a eu Tom Cruise et tous ces éléments marketing. Même s'il fait aussi beaucoup de cascades par lui-même, hein, mais il est aidé, faut jamais oublier ça. Ouais, il faut rendre hommage en tout cas aux cascades de Bond. On va conclure ce show avec nos petites recos diverses et variées, plus ou moins en rapport avec le film. Alors, mon Benjamin, qu'as-tu en stock cette semaine? Qu'est-ce que tu proposes à Alors, nos amis? J'ai j'ai ramené quelque chose d'assez particulier. Je redirais, lisez les bondes, ça peut être cool. Comme a dit Oui. Fouad, retourner bah, sur Casino Royale, qui est excellent, Hmm. qui est sec, c'est un petit thriller vraiment parfait. Moi, il y a le meilleur vœu de la Jamaïque. C'est ça dont je cherchais le titre, qui est le dernier des bondes, qui est D'accord. vachement sympa, qui est très court aussi, et efficace. Mais je vous ai ramené autre chose. Ce n'est pas James Bond, mais son nom est Derek Flint. Et c'est notre homme Flint, our man Flint, avec ce cher James Coburn et Lee Jacob, que vous connaissez. Hein, Lee Jacob, il était dans 12 hommes en colère de Sidney Lumet. C'est le père de famille qui s'est engueulé avec son fils et qui est furibond et qui a du mal à gérer ses émotions. Et en fait, c'est littéralement ce qui va influencer Austin Powers. Voilà. Ah, d'accord. En fait les bondes, forcément, on imagine bien ça marche. Donc il va y avoir les parodies de Bond, il y a tout un courant de pastiche de Bond aussi. Et ça, on est plus dans la pastiche. C'est drôle, il y a de l'humour, c'est assez léger. Et en même temps, c'est un film qui marche très très bien en tant que film d'espionnage et d'aventure. Euh, et, euh, et il est en fait assez proche, je trouve, de l'espion qui m'aimait parce que les méchants ne veulent pas dominer le monde. En fait, ils utilisent un petit appareil pour bousiller, enfin pour créer des catastrophes naturelles. Et de ce fait, ils vont demander à toutes les nations de se désarmer. Voilà, pour créer un monde nouveau. Alors, un monde nouveau, malgré tout, où les femmes ne sont pas tout à fait libres et serviront comment on pourrait dire ça, à amener des progénitures à la, Enfanté. à enfanter, Ouais. voilà, à faire les pondeuses pour les nouveaux hommes. Mais heureusement, Derek Flint, il n'est pas comme ça. Et il y a une séquence complètement incroyable dans une base aussi hein, qui est magnifique, où il y a des effets optiques, où ils ont intégré un monorail mais aérien. Enfin, il y a quelque chose de très très fort. Hmm. Où Flint, en fait, il libère les femmes et quand il les libère de leur envoûtement, il leur dit Tu n'es pas un objet de désir. Et hop, après, là, et Ouais, ça fait très envie. ah ouais, il y a plein de Ouais. réponses du coup. C'est une grosse réponse à James Bond. Hmm. C'est assez génial. Un espèce de contre-pied, hein, j'ai Ouais, mais l'impression. Ouais. déjà, c'est de 65 si je dis pas de bêtises. D'accord. Et il va y avoir une suite du coup, toujours avec ce cher Derek Flint, qui est moins réussi. Par contre, celui-là, ce qui est fort, c'est le travail du scope et des couleurs. C'est vraiment beau à regarder. C'est une production Fox. Quand ils y mettaient en plus de la thune et les plateaux sont magnifiques. Donc allez-y. C'est pas le film du siècle, hein, je le dis très bien, mais c'est un chouette film d'espionnage. C'est léger, c'est agréable. Bon, bah, c'est bon, ça, c'est tout à fait passionnant, mon ami. Alors, moi, ce sera, je suis en mode Bernard Pivot, deux bouquins. La biographie de Albert Broccoli, Mm.
When the Snow Melts, quand la neige fond, c'est absolument passionnant. Donc c'est la bio d'Albert Broccoli par lui-même, où il raconte sa jeunesse, son enfance, pourquoi il s'appelle Brocoli. Parce que son oncle a importé le brocoli aux États-Unis. Voilà, d'où son nom. C'est un monsieur qui a démarré agent. Il a été agent avant d'être producteur. C'est vraiment passionnant. Voilà, pour tout fan de Bond qui se respecte, c'est un incontournable. Et une autre biographie, celle de John Glenn. Donc John Glenn, qui est toujours parmi nous, hein, qui approche des 100 ans. Bon pied, bon oeil, John Glenn, qui est une figure hein, de la saga James Bond, puisqu'on l'a dit, hein, c'est un monsieur qui a grimpé les échelons des plateaux. C'est un monsieur il fait partie de ces artisans anglais qui ont été produits par l'industrie anglaise après la Seconde Guerre mondiale, des solides artisans. Hein, c'est un monsieur qui a démarré, il a été coursier, euh, assistant monteur, donc il vient du montage, hein, comme Peter Hunt, réal seconde équipe. Il a réalisé donc la scène de bobsleigh, hein, il était en service secret de Sa Majesté, la fameuse scène de parachute dont on vient de parler. C'est voilà un artisan, un solide artisan c'est celui qui a fait le plus de James Bond. Hein, il en a réalisé 5. Il a une carrière aussi à côté, mais un peu moins mémorable. Hein. Il a fait notamment un Christophe Colomb, je crois, un Christophe Colomb movie avec Marlon Brando, le projet concurrent de 1492 de Ridley Scott. Et quelques, voilà, Aigle de fer numéro 3. Bon, sa carrière en dehors de James Bond est plus anecdotique, mais c'est un grand artisan, voilà, qui a beaucoup apporté au cinéma et surtout à la saga James Bond. Ah, C'est, voilà. Alors, là, malheureusement, hein, j'allais citer le titre de la biographie, mais il y a rien que pour vos yeux, rien que pour vos yeux qui est son premier Bond réalisé. oui, Il faut absolument le voir parce qu'en fait, la période de Moore, il va y avoir beaucoup de réinventions tout à fait. dans cette période-là. Et le rien que pour vos yeux, il y a quasiment zéro scène folle. C'est très Ouais. terre à terre. Et la scène la plus folle, c'est quand on voit l'espion qui doit grimper jusqu'à une base. Mais c'est très pragmatique. Je veux dire, c'est pas transformé en spectacle Mm. improbable. Et c'est un film qui préfigure les Jason Bourne et compagnie, quoi. Donc, John Glenn est vraiment un metteur en scène qu'il faut respecter. C'est peut-être pas un auteur, mais c'est un gros artisan, quoi. Un solide artisan, et c'est très juste, un For Your Eyes Only, et c'est un peu plus gritty, c'est un peu plus Ouais, euh, ancré, je trouve. C'est ce qu'il voulait d'ailleurs, hein. Il voulait vraiment reconnecter à la fibre thriller pure. Donc voilà, ces 2 livres, les amis. Si vous êtes fan de James Bond, ce sont des incontournables. Eh bien voilà, les amis, c'était notre show sur The Spy Who Loved Me, l'espion qui m'aimait. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager notre show à travers le monde des internets. ouais. Mon cher Benjamin, un grand merci. Ah oui, bah, un grand merci à toi pour l'invitation. Tu as un show avec Giovanni Vasseur, hein, Oui. parlons-en, parlons-en. Alors avec Giovanni Vasseur, avec Guillaume aussi, Et oui, qui Guillaume Méral, intervient bien sûr, notamment sur le grand écran, avec Aline et Maud et ce qui s'appelle Atom Cinéma. tout à fait. Donc on a un podcast qui est dédié au support physique. Et donc on revient sur les sorties support physique, notamment françaises, mais aussi on se permet d'aller outre-Atlantique, notamment avec les éditions d'Eurovideo, hein, que Fouad aime beaucoup. Ah oui, Arrow, c'est Ouais, et fantastique. qui sont merveilleuses, il faut Ah le ouais. dire. Et donc on fait ça mensuellement, et à chaque fois que un sommaire bien précis. Mm. Et je vous invite à le découvrir. On est très bien suivi et on sera content plus de vous retrouver avec nous et avec les éditeurs qui nous accompagnent aussi. On a des éditeurs qui en interview, on a des distributeurs, des historiens du cinéma. Ah oui, oui, Donc vraiment, vous êtes très suivi, hein, ouais. Vous êtes c'est reconnu, hein, vous êtes un show reconnu, bah, hein, par les professionnels. en tout cas, on est super Mm. content. Puis on a eu l'occasion en plus d'avoir un super invité l'été dernier qui était Fouad. Tout à fait, Euh, absolument. Un grand merci, mon Benjamin. À très non, vite. merci.
à la prochaine pour un autre James Bond ou un tout autre film. Hein. On a un petit line-up de prévus entre nous. Les amis, merci d'être là, merci d'exister. On vous fait des bisous. Portez-vous bien. À tout à l'heure. I wasn't looking, but somehow you found me. I try to hide from your love, like heaven above me. The spiral of me is keeping all my secrets safe tonight. Nobody does it better. Sometimes I wish someone would. Nobody does it quite the way you do. Why'd you have to be so